Bonjour à tous pour cette première session live. Je suis Ben Nasser et je suis accompagné d'Henrik Pécoul. Comment ça va, Bonjour à Henrik? tous. Très bien, et toi? Ouais, ça va très bien. Un peu difficile, hein. Il est 5 heures du matin ici en Australie. Ouais, Ah, ouais, je comprends. donc on est les créateurs de Rise of the Soul Stealers. On va appeler ça ROTS pour que ce soit plus simple à suivre. On est ici pour vous présenter le projet et pour vous expliquer un peu la genèse de cette aventure. Donc, on va d'abord commencer par le début, si tu veux bien commencer, Henrik. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a prévu depuis longue date de faire un jeu, hein. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait quoi, 20 ans maintenant qu'on se connaît? On s'est connus quoi, 2000, 2001 au collège, puis on a fait le lycée ensemble. Une bonne époque, on jouait à Warcraft 3 beaucoup, qui nous a beaucoup inspiré dans ce qu'on voulait faire aussi plus tard. Magic, Magic qui au niveau de jeu de cartes, et puis après bon plein d'autres trucs. On se retrouvait sur un skatepark, la lecture de manga, ce genre de choses-là. Je sais pas si toi t'as des bons souvenirs. En tout cas, moi j'en ai que des bons souvenirs. Bah, c'est la jeunesse, quoi. Franchement, les parties de Warcraft 3, c'était génial. Mais ouais, surtout pour moi, Magic, je suis vraiment tombé amoureux du jeu de cartes et surtout les illustrations. Je me souviens encore aujourd'hui que j'avais commencé à illustrer et copier les cartes de Carnage. Et ouais, je suis tombé dedans, quoi. Et donc, à partir de là, bah, j'ai choisi une carrière dans l'illustration. Je suis allé en école d'art. Puis aujourd'hui, je travaille dans le jeu vidéo en tant qu'illustrateur et artiste 2D. Et donc, ouais, j'ai toujours rêvé de bosser pour Wizard of the Coast. Et bah, vu qu'on a eu l'opportunité avec Henrik, on s'est dit, on va faire autre chose. Et toi, Henrik, c'était quoi ton cheminement? Bah, moi, après le lycée, je suis parti, j'ai découvert la programmation, qui est un truc qui m'a beaucoup plu. J'ai suivi après à l'école Epitech et j'ai travaillé en tant que programmeur, pas mal de gestion de projet aussi. Et sur mes temps de libre, je me suis formé avec Ibrahim aussi à tout ce qui est le game design, ce genre de choses-là. En 2017, on a eu un temps libre tous les deux, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va lancer toute notre histoire et on crée donc Pirates in Dev. Pirates in Dev qui est en fait le studio qu'on essaie de créer. Et pour commencer, on s'est dit bon, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire comme jeu. Donc on a proposé chacun des idées, on a fait des pseudo game design sur ces projets-là. On a chacun écrit un petit peu nos idées. Et une fois qu'on avait une liste assez conséquente, on les a toujours pris un à un. Et on a sorti les côtés positifs, les côtés négatifs de chacun. Et on a regardé en termes de faisabilité, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, combien de temps ça allait nous prendre derrière. Et bien entendu, toute la partie économique, voir si on arrivait avec ces jeux-là à en faire quelque chose de financièrement rentable derrière. Donc, se lancer sur un premier projet, Ouais, AG Bolide. ouais, Est-ce que donc, tu peux nous en... bah, Je te laisse nous en parler, effectivement. Ouais. je m'en souviens encore, ouais, AGBI, c'est pour Anti-Gravity Bolids. Euh, C'était une référence un peu à tout ce qui était F0X et ce genre de jeu. Le seul truc, c'est que nous, on a voulu faire en fait un side-scrolling jeu de course en multiplayer. Ça paraissait vraiment une bonne idée au départ parce que c'était assez simple à produire. On pouvait produire des assets 2D assez rapidement et multiples, hein. Comme ça, vous pouvez collectionner des vaisseaux et puis faire la course avec. Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que le netcode, la synchronisation entre les joueurs, allait être vraiment compliqué. Surtout que sur la plateforme mobile, c'est quelque chose qui, en plus, était encore plus compliqué. Et puis, ben voilà, faut pas oublier qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience à l'époque. C'était notre premier projet sur Unity. Et donc, il a fallu qu'on revoie, en fait, nos priorités, ce qu'on voulait faire avec ce projet. Euh, et après, on s'est dit, ouais, non, on pourrait pas le faire, mais peut-être que Henrik pourra nous en parler plus par rapport à la programmation. Ouais, c'est surtout que le début sur Unity, avec toute la partie synchronisation, faire entre les différents vaisseaux, hein, parce qu'effectivement, quand on joue une course, on aime bien savoir qui c'est qui est le premier et qu'on n'a pas de défaut là-dessus. Et il y avait toute une prédiction à faire là-dessus.
déjà en train de monter en compétence sur Unity, on voulait pas se rajouter de complexité. Donc hop, on a mis ce projet de côté et on s'est lancé sur un deuxième projet. Donc on a pioché dans notre chose et c'est ce qui va donner cette deuxième idée, le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, Rise of Soul Stealer ROTS. Donc c'est Ibrahim qui est venu lors d'une réunion et qui me fait ouais, je sais plus déjà comment t'as dit ça? Si je me souviens bien, c'était j'aimerais faire un jeu comme Citadel mais différent. Alors, ce qu'il faut Ouais. savoir, c'est que Henrik et moi, on est des gros joueurs de jeux de plateau. Et Henrik avait ce jeu Citadel auquel il m'a invité à jouer. Et ouais, blow my mind quoi. C'était vraiment une superbe surprise. Et le jeu en fait, Citadel, c'est le but, c'est de construire en fait une cité, avoir 7 buildings et une fois que vous avez le premier qui a cette building en jeu gagne la partie. Pour ce, chaque tour, chaque joueur va pouvoir choisir un rôle et ce rôle va déterminer la place du joueur pendant le tour et chaque rôle va avoir un effet spécial. Et j'ai trouvé ce concept vraiment vraiment cool. C'était quelque chose qui était vraiment inspirant. Et donc, bah, je suis venu avec l'idée de tiens, est-ce qu'on peut pas reprendre ce concept et en faire un jeu sur lequel on peut se poser et même construire un deck autour de ça. Et donc, Ouais, dans notre discussion, ce qui est ressorti, c'est pourquoi on pourrait pas avoir un système où on joue des cartes, le but c'est de se voler des ressources, d'avoir voilà un truc commun au milieu, où on va essayer de se voler là-dessus. Et c'est à ce moment-là que ça donne naissance à Spirit Possessor. Donc ça, c'est le premier prototype qu'on a monté, la première chose, et qui va donner ensuite, bien entendu, ROTS. Mais on vous réserve l'histoire du début de Spirit Possessor pour la suite. On va rentrer dans le vif du sujet et on va vous présenter ROTS. Hein, c'est pour ça que vous êtes là. Et on va vous déjà vous expliquer les grandes lignes de comment ça se joue, quelles sont les mécaniques, et on va faire une petite partie démo derrière pour que vous puissiez voir en réel comment on joue à ROTS. parfait. Bah, tu peux nous présenter les goals, Ouais, bah très bien. Alors on va commencer donc avec le but du jeu. Le but, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ROTS déjà c'est un jeu de Battle Deck Builder qui joue principalement en 1v1. Donc aujourd'hui, la version qu'on va présenter, c'est 1v1. On est en train de travailler sur d'autres versions avec plus de joueurs pour offrir un peu plus de possibilités. Et ça va être des personnes qui vont s'affronter pour autour des âmes. Donc on va commencer la partie chacun avec 30 âmes. Et à travers les cartes, on va avoir du vol, on va avoir du bannissement et on va petit à petit essayer d'amener notre adversaire à zéro pour pouvoir gagner la partie. Donc, qu'est-ce qui rend ce jeu de cartes unique? Comme on l'a dit précédemment, le fait est qu'on ait repris l'idée de Citadel et qu'on l'a reformulée à notre sauce. On va avoir ces cartes au début de chaque ronde qui va nous permettre de choisir notre rang et la puissance des effets en fonction de leur rang. On a aussi un système de ressources linéaires, c'est-à-dire que par exemple en Magic, vous allez devoir construire votre système de ressources en jouant des lands, en jouant des terrains qui vous permettront d'avoir du mana. Ici, pas besoin de se casser la tête. Tous les joueurs vont toujours avoir deux actions, et ces actions vont toujours vous permettre de pouvoir jouer une carte. Une autre spécialité de jeu, c'est le fait est que moi et Henrik, enfin, généralement parlant, on n'aimait pas du tout les systèmes où on pouvait jouer nos mains et se reposer, en fait, reposer tous nos espoirs sur la carte du dessus de notre deck. Ici, le joueur aura constamment au moins 5 cartes en main afin de toujours avoir des options. Et dernier grand point, c'est le fait est qu'on n'a pas de créatures. Si vous regardez bien, en fait, les jeux de cartes à jouer depuis Magic, hein, depuis 1993, ils interagissent tous via des créatures qui vont se combattre pour nous et qui vont taper l'adversaire. Ici, le joueur se salit les mains, entre guillemets, et il va lui-même devoir faire des actions pour pouvoir voler les âmes de son adversaire. Donc, ouais, si tu peux nous présenter le système de ronde et de turn order, ça serait parfait, s'il te plaît, Henrik. Alors, déjà, on va parler de termes. Qu'est-ce qu'un round? Qu'est-ce qu'un turn? Le round, c'est globalement le tour qui va faire que tout le monde va jouer. Et le turn, ça va être chaque notre tour, on va jouer. C'est le moment qu'on va avoir nos actions.
Alors, sur le round, ça va toujours commencer par ce qu'on appelle la phase de sélection d'esprits. Donc, les esprits, c'est pour reprendre ce qu'on disait sur toute la citadelle tout à l'heure, c'est les cartes qui vont permettre de définir un petit peu l'ordre. Donc là, on a deux exemples dessus. Donc, on a Nilith et Valeria qui sont... non, pardon, c'est pas Valeria. Euh, qui sont le 5 et le 12 et qui vont définir l'ordre. Donc, s'il y en a un qui prend le 5 et l'autre le 12, c'est celui qui aura pris le 5 qui va jouer en premier. Donc, après, chacun va jouer son tour, donc turn, hein, parce que bon, le jeu est en anglais derrière, et il va avoir différentes phases. D'abord, le début du tour. Donc là, il y a des pouvoirs qui peuvent s'enclencher, comme si je regarde sur une élite, on a un pouvoir avec une phrase en jaune qui va dire beginning of your turn. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir qui est en dessous va s'activer que au début du tour. La phase d'action, donc sur la phase d'action, chaque joueur va pouvoir jouer deux actions. On va rentrer plus en détail sur les actions, qu'est-ce que c'est derrière. Fin de tour, où de nouveau, on va avoir des pouvoirs qui vont pouvoir s'enclencher sur de la fin de tour en fonction des cartes qu'on aura. Et on va terminer notre tour par une phase de pioche parce que il faut toujours qu'on termine notre tour avec 5 cartes en main. Donc si on a 5 ou plus, on piochera pas. Si on en a moins, on va piocher. Et une fois que tous les joueurs auront joué et qu'ils auront fait leur tour, on arrive à la fin du round et on recommence sélection des esprits, en sachant qu'en tout, il y a 16 esprits, que quand un esprit est joué, il est mis de côté et qu'on va jouer tous les esprits avant de remélanger le deck des esprits et pouvoir repiocher dedans. Parfait, parfait. Donc là, on va aller un petit peu plus en profondeur sur la phase d'action. Donc, comme je l'ai dit précédemment, en phase d'action, on a deux actions que l'on peut utiliser. Ces actions, on peut les utiliser pour jouer une carte, donc depuis la main en jeu, et peut aussi activer une carte, dont on parlera de plus en profondeur quand on parlera des cartes spell, des sorts. Mais en plus de nos deux actions, on a un recyclage gratuit, hein. On peut recycler une carte, c'est-à-dire qu'on peut se défausser d'une carte et en piocher une, afin d'aider le joueur en fait s'il se retrouve dans une situation dans laquelle il a besoin d'une carte pour s'en sortir, une chance, hein, à gambling, de pouvoir récupérer en fait la carte dont il a besoin pour sauver ses fesses. Euh, si on continue ensuite dans... Je vais vous présenter le board. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le board? Alors déjà sur la partie de droite, on retrouve les informations concernant le joueur, hein. Que ça soit bon déjà en dessous de son avatar, le nombre d'âmes qu'il a actuellement. On voit les temps de jeu en haut, hein, parce que c'est quand même nométré. Et s'ils ont des bonus qui sont en plus, c'est-à-dire si est-ce qu'ils ont de la défense, est-ce qu'ils ont des bonus de bannissement, des bonus de vote. Sur la gauche, on va retrouver donc la pile de cartes qui est face cachée, qui est notre deck, hein. Ça nous permet de savoir le nombre de cartes qui restent dans le deck, en sachant qu'une fois qu'on a joué tout le deck, on va pouvoir remélanger toutes les cartes qui ont déjà été jouées et on reforme le deck. Et sur la gauche, c'est la défausse, où on a deux cartes qui sont visibles. L'intérêt, c'est qu'il va y avoir certaines cartes qui ont un pouvoir qui permet de rejouer des cartes qui sont dans la défausse. Ensuite, au milieu, bien entendu, on retrouve devant nous notre main et en face la main de l'adversaire. Donc notre main, c'est les cartes qu'on va pouvoir jouer. La main de l'adversaire, ça nous permet de savoir le nombre de cartes qu'il a en main. Après, on va aller sur le milieu du terrain. Sur la gauche, on a les esprits, qui sont des emplacements vides au moment de la sélection des esprits. Dès que quelqu'un a sélectionné un esprit, on voit une carte face cachée. Et dès que tout le monde a sélectionné l'esprit, il y a les esprits qui deviennent visibles. Ça permet de savoir qui c'est qui a joué quel esprit, qui c'est qui va jouer en premier, et quels vont être ses pouvoirs aussi, parce qu'il faut pouvoir anticiper ce qu'ils vont jouer derrière. Si on continue sur notre board, on a des emplacements qui sont sur la gauche. Donc ça, c'est des emplacements pour des cartes de type incantation. On parlera des types de cartes tout à l'heure, où on voit qu'on peut poser jusqu'à 3 incantations devant nous. À savoir que il y a des cartes qu'on va pouvoir empiler. On va pouvoir empiler jusqu'à 3 cartes. Donc en tout, on pourrait poser 9 incantations devant nous. Sur la droite, on a de nouveau 3 emplacements. Donc ça, c'est des emplacements pour des sorcery. Pareil, c'est un type de carte qu'on va présenter tout à l'heure. Ça va être des cartes qui vont être posées face cachée et qui vont pouvoir être activées soit manuellement, soit automatiquement quand ça va remplir des conditions. Et pour terminer, sur la toute droite du board, on retrouve en fait la pile des esprits qui nous permet de savoir le nombre d'esprits qu'il y a encore en jeu et la défausse des esprits qui permet de savoir les esprits qui ont déjà été joués autour d'un. alors avant tout, Nardadev, merci, hein, on est la team moustache, hein. Faudrait qu'on pense à peut-être se raser un petit peu, Henrik, hein, on va voir ça. Mm. Euh, Sinon, pour revenir On y sur, pensera, on y pensera.
Sinon, pour revenir sur les cartes, donc le jeu est divisé en fait en deux grands super types. On a les sorceries, hein, qui sont représentées par ce symbole, par le symbole spécial avec les trois vagues. En sorcerie, on va avoir deux types de cartes. On va avoir les spells, les sorts, et on va avoir les secrets. Donc c'est les cartes rouges et vertes que l'on peut voir ici. Les sorceries ont pour particularité le fait est que quand on les joue, une fois que leurs effets sont résolus, elles sont défaussées. Tandis que les incantations, avec le symbole en triangle, ce sont des cartes qui vont rester en jeu jusqu'à ce qu'elles soient détruites ou sacrifiées. En tout cas, si ce ne sont pas des malédictions, parce que les malédictions ne peuvent pas être sacrifiées. Donc ouais, les incantations vont permettre de donner en fait un bonus ou un malus constant en jeu et donc c'est comme ça qu'on a pu différencier les deux grands types. Donc là on va aller un peu plus en avant sur les différents types de cartes. Et si tu pouvais commencer par les secrets, Henrik, s'il te plaît. Exactement. Alors les secrets, donc c'est les cartes vertes. Alors ça c'est donc on a dit sorcery et qui vont pouvoir être jouées seulement face cachée. C'est-à-dire que on va pouvoir les jouer dans le emplacement que je vous ai montré tout à l'heure pour les sorcery sur le board. Et ces cartes vertes vont avoir en fait des conditions d'activation. Là si je prends la carte, on a quand sorcery est activé, on va pouvoir jouer le pouvoir qu'a dessus. Donc ça veut dire que les cartes vertes vont être activées automatiquement dès qu'il y a une condition euh, qui est résolue. Donc on va pas avoir d'action supplémentaire. On va juste avoir l'action de la poser et après l'activation, ça va être gratuit. Et il faut savoir, ça c'est la particularité des cartes vertes, ça va être la seule carte qu'on va pouvoir, si elle est déjà sur le plateau, jouer au moment du tour de notre adversaire et pouvoir en fait apporter une opposition à ce qu'il essaye de faire parce que les autres cartes, les pouvoirs vont pas pouvoir s'activer au moment du tour de l'adversaire. Suivant. On va parler donc des spells, des sorts. Ce sont des cartes rouges, ces cartes ont deux façons d'être jouées. Elles peuvent être jouées directement, hein, en normal play, en face up, donc face visible. Et donc si elles sont jouées, ces cartes vont juste avoir leur effet quand elles vont se résoudre et vont être défaussées. Cependant, en tant que sorcellerie, ces cartes peuvent être jouées face cachée en tant que secret. C'est-à-dire que tant que cette carte est face cachée, elle est considérée comme un secret. Et pour être retourné, ça va nous causer une action supplémentaire pour pouvoir l'activer. Pourquoi? Parce que en faisant ça, ça va permettre de pouvoir vider nos mains si notre sort ne peut pas être joué ou ne va pas avoir beaucoup d'effets sur ce tour-ci, et donc vider notre main pour pouvoir permettre de piocher une carte en plus à la fin du tour, et aussi pour pouvoir créer une espèce de menace dans la tête de joueur, hein. Donc c'est du mind play, afin de lui faire croire qu'il y a un secret, qu'on pourra potentiellement contrecarrer une carte puissante dans sa main, et donc peut-être l'empêcher de continuer dans sa stratégie. Ensuite, on va passer au rituel, Henrik. Rituel, ce sont les cartes bleues, donc ça va être la première type de carte incantation, hein, donc des cartes qui sont un peu plus permanentes. Les cartes rituelles peuvent être jouées uniquement sur nos emplacements d'incantation, et ça va être des cartes qui vont avoir des effets soit permanents, soit des effets qui s'enclenchent à un moment. Moi, la carte que là j'ai, par exemple, c'est un effet qui va s'enclencher et qui dit au bout de mon tour, je peux détruire une incantation. Donc c'est principalement des effets de bonus, hein. De toute façon, au rituel, ça va être des choses qu'on va passer devant nous. Donc le but, c'est de s'apporter des bonus pour soi. Ensuite, on va passer aux prières, hein, les prières. Donc, ça, c'est les cartes blanches. Encore, hein, comme vous pouvez constater, au milieu de la carte, vous allez avoir le symbole de leur super type. Donc, c'est une incantation. Donc, ces cartes, elles peuvent être uniquement jouées dans les slots des incantations. Et elles ont pour particularité le fait est que leurs effets doivent être activés. Et pour être activés, on doit remplir en fait leurs requirements. Donc la nécessité qui est écrit en rouge, en jaune. Donc ici, pour pouvoir voler deux âmes, je vais devoir faire un sacrifice. Et dans Sous-Sealer, un sacrifice, ça peut être deux choses. On peut soit sacrifier trois de nos âmes, soit on peut sacrifier une carte qui n'est pas une malédiction que l'on contrôle. Et ça, même si cette carte, on l'a volée à notre adversaire. Les prières, elles ont aussi le fait est qu'on peut les activer une fois par tour. On peut pas les activer multiples fois. C'est un peu l'équivalent des Planeswalkers dans Magic l'Assemblée. Et elles sont assez puissantes du fait que en plus elles nécessitent un sacrifice. Et, euh,
Et donc on peut passer à la suite avec les malédictions. Dans l'édition d'un type de cartes qui sont les cartes donc violettes et qui sont aussi des incantations. Alors, contrairement aux deux autres précédentes qui peuvent être jouées que sur ces emplacements, on va pouvoir aussi les jouer sur les emplacements adverses. Donc, principalement sur les emplacements adverses, mais il va y avoir dans certaines situations, ça peut être intéressant de les passer chez nous, mais pour ça, il faudra jouer pour pouvoir voir un peu les intérêts. Donc en fait, c'est la carte vraiment opposée au rituel. C'est-à-dire qu'on va avoir des effets permanents ou qui s'enclenchent en fonction de conditions, mais ça va être des effets de malus plutôt que des effets de bonus. Et comme l'a dit Ibrahim juste avant, c'est que c'est des cartes qui ne pourront pas être sacrifiées, on va être obligé de les détruire, et ça va obliger de toujours trouver des choses pour pouvoir détruire ces cartes. On arrive à la fin de la présentation. On a dit beaucoup de choses, je pense que c'est un peu complexe pour vous, donc on vous propose de jouer directement. Là, on a préparé deux decks qui sont des decks un peu tutoriels. Donc, notre but, c'est pas forcément d'avoir une bonne synergie sur les cartes, c'est d'essayer de montrer un petit peu les possibilités des cartes, qu'est-ce qu'on peut en faire. Pour les prochaines sessions live qu'on va faire, on utilisera des decks un peu mieux construits, mais allons-y, jouons. J'ai une table qui est prête. Ibrahim, quand tu veux me rejoindre, on est parti. Donc toi, t'as pris le tutoriel deck 1, je suppose, ou le deck 2. Non, je suis sur le 2. Je suis Parfait. sur le 2. Donc moi, je vais partir avec le tutoriel deck 1, et on est parti. Ok, donc là on est entré en jeu et on va commencer par la phase de recyclage. Donc en fait ce qui se passe c'est que contrairement à Yu-Gi-Oh qui une fois que vous allez piocher vos 5 cartes vous n'avez pas le choix, hein, vous allez devoir faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Ou différemment avec Magic où quand vous piochez votre première main vous pouvez la mulligan, hein, c'est-à-dire comment tu dis ça déjà en français? La remélanger avec votre deck, excusez-moi, et repiocher des cartes. Ici, non. Ici, ce que vous avez, c'est là, vous avez la possibilité de pouvoir vous défausser jusqu'à 2 cartes et pouvoir piocher donc jusqu'à 2 cartes. Ici, avec la main que j'ai, voyons voir. Mhm. Celle-ci, celle-ci est pas vraiment intéressante maintenant parce que c'est vraiment en fonction du joueur. Je pense on va recycler celle-ci et on va passer cette phase. Après cette phase, donc là, on va pouvoir choisir notre esprit. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc ici, voilà, le numéro 16, elle est vraiment puissante. Et c'est pas un luxe de la jouer maintenant. Donc je pense qu'on va... Oh, peut-être pas. On va voir. Ok, ok. Donc Henrik a donc Usilda, hein. Elle est le numéro 5 et moi j'ai le numéro 16. Donc il va commencer pour ce tour-ci. Exactement. Alors déjà, mon esprit, qu'est-ce que ça me rajoute? Ça me rajoute défense 2. Donc si Ibrahim essaie de m'attaquer, toutes ces attaques, que ce soit du bannissement ou du vol, vont être réduites de 2. Et en plus de ça, ça dit que tous les effets de bannissement et de vol ont moins 2. Donc en plus, donc s'il va m'attaquer 2-4, on va faire un effet de moins 2 dessus. Et en plus, il y a 2 de défense, donc il ne pourra pas m'attaquer, ça fera quelque chose de 0. Je joue ça pour que dès le premier tour, il ne puisse pas essayer de m'attaquer. Moi, sur mon premier tour, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un secret, que je vais passer directement sur un emplacement là-dessus. Vu que vous n'avez pas mon écran, vous verrez le secret au moment où je vais l'activer. Et comme deuxième chose, je vais jouer une malédiction qui s'appelle Guild sur Ibrahim. Donc cette malédiction, elle dit qu'à chaque fois qu'il va jouer une carte, il va devoir donner une âme. Bon, vu qu'on est en un contre un, bien entendu, il va me donner l'âme à moi, hein. Mais voilà, il va être obligé de me donner une âme à chaque fois et ça va détruire, enfin ça va l'obliger à réfléchir de comment je vais jouer et j'ai essayé de détruire cette carte au début. Donc j'ai fait ma première action, j'ai placé mon secret. J'ai fait ma deuxième action, j'ai placé la malédiction sur Ibrahim. J'ai joué toutes mes actions, je peux plus rien faire. Donc je vais faire un fin de tour et je retourne avec ma main, avec 5 cartes dedans. Donc là, ça va être mon tour. C'est à ton tour. Euh, ma carte, donc Tesnura, me permet au début de mon tour de piocher une carte et ensuite de pouvoir jouer une carte en tant qu'action supplémentaire. Donc on va commencer par piocher une carte et ensuite je vais jouer une carte en tant qu'action supplémentaire et je vais choisir de jouer Heinrich Bannissement. Cependant, en la jouant, ce qui va se passer, c'est que Guilt va trigger, hein, donc je vais devoir donner une de mes âmes à Heinrich. Donc je passe de 30 à 29.
Et Henrik Et moi, passe je à passe à 31. 31. Comme vous pouvez, Exactement. comme vous pouvez constater ici, hein, on est vraiment sur un prototype. Nous prenons en fait en main les règles, mais attendez-vous à ce que dans la version finale, les règles soient automatiquement prises en compte par le software. Bien entendu, c'est en cours de développement. Il faudra attendre encore, je pense, quelques mois avant qu'on puisse vous sortir une version qui sera jouable. Donc là, je vais détruire une carte, donc bye bye culpabilité, hein. Donc ça va dans la discard. Et je vais bannir 0 âme plus 2 pour chaque carte détruite ou sacrifiée ce tour-ci. Donc je vais essayer de te bannir 2 âmes. Là, je vais donner la priorité avant de finir de résoudre cette carte à Henrik afin de savoir s'il veut activer un. Ah, en fait non, c'est encore plus. Je vais pas activer de toute façon. C'était avant de détruire. Voilà, Effectivement, c'est ça. quand Ibrahim a joué, j'aurais pu jouer mon secret, mais je décide de pas jouer mon secret. Après, est-ce qu'il s'active ou pas? Je ne le dirai pas. Il faut que je reste un petit peu secret. Il n'y a pas obligation de jouer son secret si la condition est vraie. Donc là, je vais te bannir 2 âmes. Donc tu passes Ok. de 31 à. Non, parce que j'ai eu Zilda, donc ton Ah, effet de bannissement il fait -2 et j'ai défense 2, donc ça fait 0. exactement. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, si vous avez ici le bouton info, qui va vous décrire en fait tous les mots-clés du jeu. Et si on va dans défense ici, chaque tentative de bannissement ou de vol d'un joueur est réduit par, par son nombre de défense. Donc là, comme il a dit, hein, il a défense 2, j'essaie de lui bannir 2, donc je lui bannis 0. Donc ça, une fois qu'elle a résolu, elle part dans la défausse. Ça, c'était mon action supplémentaire donnée par mon esprit. Maintenant, je passe à la phase d'action et j'ai 2 actions à jouer. Euh, cette carte est assez balèze pour le protéger. Ça lui permet d'avoir une bonne défense et il réduit en plus les balissements et les vols par 2. Donc je pense que c'est pas une bonne idée d'attaquer de front. Ce qu'on va faire, c'est build up euh, notre board et on va jouer Battle Cry. Est-ce que ça passe, Henrik? Donc je passe à priorité. Est-ce que ça passe? Ça passe, bien entendu. Donc Je ça te la laisse. marche. Puis ben, vu qu'Henrik il est bien fort dans le fait de vouloir nous maudire, hein, je vais maudire Henrik avec une injurie. Est-ce que ça Ce passe, qui fera Henrik? que, oui, ça passe, et ce qui fera qu'à chaque fois que je vais me faire bannir des âmes ou que je vais me faire voler des âmes, les effets seront multipliés enfin multipliés, pardon, et auront un effet de +1 dessus. Donc là, c'est une fin de tour pour moi et une fin de ronde pour nous deux. Ce qui fait Donc, que les esprits sont retournés dans la défausse des esprits, et de nouveau, on nous propose de choisir des esprits. cette carte va m'aider avec celle-ci. Après, on peut être un peu plus vicieux et on peut partir avec ça. Peut-être attendre, mais si j'attends. Ouais, on va utiliser celle-ci parce que comme ça nous permettra d'éviter que Kendrick puisse l'utiliser contre nous. Ok, donc ici je suis le numéro 12, il est le numéro 3, donc c'est Henrik qui va commencer ce tour-ci, pour cette ronde. Exactement. Donc Goros, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte qu'au début de mon tour, je peux détruire une incantation. Si je le fais, je bannis 2 âmes. Et je décide de détruire Injury, qui est la malédiction qu'il a placée sur moi. Donc je l'envoie dans la discard. Et vu que je l'ai détruit, je bannis donc 2 âmes qui va passer à 27. Alors, Donc ça, c'était ça c'est... Ça, la phase de début de tour. non, moi je vais passer à 27 sans compter ma défense 1, donc là je vais passer à Effectivement, 28. j'avais oublié la défense 1, 28. Et là maintenant, ça va être donc à moi de jouer. Je vais jouer cette malédiction. Oh. Donc Demystify, qui a un mot-clé qui émerge. Donc si on regarde le merge, ce que ça dit que ça va être une carte que je vais pouvoir jouer au-dessus d'une incantation qui existe déjà. J'aurais pu le mettre sur un nouvel emplacement d'Ibrahim pour lui bloquer un emplacement, mais ça m'intéresse beaucoup plus en fait de rendre son Battle Cry silencieux, c'est-à-dire que tous ces effets seront annulés, il n'y aura plus de défense et il n'y aura plus de bonus sur l'attaque. Donc ça, c'est ma première action. Et il me reste une deuxième action à jouer. Et je vais donc placer un autre secret. J'ai joué mes 2 actions. C'est une fin de tour pour moi.
Ok, donc là je commence mon tour avec Nilith. Au début de mon tour, je peux faire un sacrifice. Si je le fais, je peux prendre contrôle d'une carte en jeu. Là, vu qu'il a demystify mon Battlecry, je vais pouvoir. Je pense que ouais, on va le sacrifier. Alors, une chose à savoir, c'est que malgré le fait que demystify soit attaché à Battlecry, une carte qui merge, c'est une carte qui cesse d'exister et qui ajoute ses effets à la carte à laquelle elle est attachée. Et donc là, Demystify n'est plus une malédiction, mais elle fait partie du rituel Battlecry. Donc ça me permet de pouvoir sacrifier Battlecry pour pouvoir activer pour le pouvoir de Nilith. Donc bye bye Battlecry. Et donc je vais pouvoir prendre contrôle d'une carte en jeu. Là il a ses deux secrets. Lequel on va prendre? Je vais tenter de prendre celle-ci. Oups, pardon. Bon, c'est pas grave, il la connaît. To Ouais, je la slot. connaissais, effectivement. Voilà. Donc, qu'est-ce que Henrik nous a préparé? Donc, silence jusqu'à deux cartes en jeu et on peut détruire une. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a certaines cartes qui vont avoir un effet d'indestructibilité et la réduire au silence, ça permet de passer outre son indestructibilité. Et comme vous pouvez voir, c'était pas forcément un secret, mais une carte sort que je jouais dessus, qui a le mot-clé Shame. Shame, ça veut dire que au moment où on va l'activer, parce que quand on joue une carte sort sur les emplacements, c'est d'abord une action pour pouvoir la poser, une deuxième action pour l'activer. Mais cette carte-là, quand je la joue comme ça, j'ai un bonus en plus, c'est que en plus de rendre les cartes silencieuses, je peux la détruire quand je la joue depuis mes emplacements de secret. Donc ça, c'était l'action, c'était l'effet de mon esprit. On va pouvoir jouer première action Valek Soul Drain. Je passe la priorité à Henrik. Est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à ça? Donc ça va dans le slot. Et afin de pimenter un peu la chose, ce qu'on va faire, c'est on va y aller avec ça, hein. Je vais jouer Namara's Whisper et je vais tenter de merge Namara's Whisper avec Valek. Ici, l'effet de Namara's Whisper, c'est que les autres effets de cette incantation ont plus un. Cet effet, celui-ci, hein, ignore les modifications. Donc là, en la mergeant avec Valek, je vais pouvoir voler 3 âmes au lieu de 2. Ça passe aussi. Donc ça va dans mon slot. Donc ici, en faisant un sacrifice, je vais pouvoir voler 3 âmes. Là, j'ai joué mes 2 cartes, mais je peux encore, pendant ma phase d'action, faire un sacrifice pour activer Valek. Donc je vais sacrifier 3 de mes âmes. Je passe à 25 pour essayer de te voler 3 âmes. Est-ce que tu fais quelque chose, Henrik? Je ne fais rien. Ok, donc moi Donc je tu me remonte à voles 3 28. et moi je descends à 28. Ok, histoire de balancer les choses. Aussi, comme on l'a dit précédemment, pendant mon tour, donc là j'ai eu mes 2 actions, j'ai activé ma prière et je peux aussi faire un recyclage. Les cartes que j'ai en main sont plutôt satisfaisantes, je pense qu'on va rester avec. Donc c'est une fin de tour pour moi et une fin de ronde pour nous deux. Donc encore, on revient Reste sélection. sur les esprits. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va partir avec celle-ci. Allez, c'est parti. Ok, donc Henrik, encore une fois, va commencer. Moi, je vais être le Ouais, deuxième. ouais, c'est ce qu'il faut savoir, on a l'habitude de jouer ensemble. Je joue souvent en premier parce que je lis un petit peu dans l'esprit d'Ibrahim. Euh, c'est une capacité que j'ai en plus de lui. Donc, j'ai Frost qui me propose de faire un choix. Au début de mon tour, je peux soit détruire un secret, soit jouer un secret comme une action supplémentaire. Donc, je vais choisir la deuxième option et je vais jouer un secret comme une action supplémentaire. Je vais donc placer un secret en plus. Ensuite, je vais jouer ma première action qui va être de placer de nouveau un secret. Et il me reste une action, ça va être activer un des secrets, donc le dernier que j'ai joué, et je vais le jouer. Donc, qu'est-ce qu'il me dit là-dessus? Il me dit que je bannis 3 âmes et que je fais plus un pour chaque secret qu'il y a dessus, sauf que là, je l'ai joué depuis mes secrets, donc j'active le bonus shame et je vais faire un plus 2 pour tous les secrets qu'il y a sur l'emplacement. Donc là, il nous Il y a bannit. 3 secrets. Il y a 3 secrets. Effectivement, donc on va s'arrêter là. Il y a bien 3 secrets. Donc ça me fait un plus 6. Donc 3 plus 6, je vais te bannir à 9.
Je Est-ce que peux. tu peux contrecarrer ça? Non, non, non. Donc je vais passer à 20. Non, à 19. Je vais passer à À 19. 19. Exactement. Donc là, c'est une carte qui est très intéressante parce que quand on joue pas mal de secrets, bah, ça permet de monter rapidement au niveau du bannissement et on voit que bah, là, j'ai creusé un petit peu l'écart. Ma carte est résolue, je l'envoie donc dans ma discard. J'ai fait toutes mes actions. J'ai placé mon premier secret sur action supplémentaire. Ensuite, j'ai placé un deuxième secret, première action, et je l'ai activé, troisième action. C'est la fin de mon tour. Je repioche les cartes pour remonter à 5. Ok, donc là c'est mon tour. Au début de mon tour, Namara va trigger et elle peut me permettre de poser, put ou merge sur mon contrôle une des cartes Namara. Donc ce qui va être intéressant c'est le mot put ici, hein, poser. Poser ça veut pas dire jouer. Quand on pose cette carte ne passe pas par la pile de résolution et donc par conséquent l'adversaire n'a pas l'opportunité de répondre et donc d'activer un secret en réponse de cette action. Donc là, les cartes que l'on va avoir, ce sont les cartes ici, hein, Namara's Word. Donc les effets des autres rituels que l'on contrôle ont plus 1. Ce rituel ignore les copies de Namara's Word, sinon ce serait vraiment trop puissant. Ou bien Namara's Scream, au début de notre tour, on peut détruire jusqu'à une incantation. Namara's Scream n'est pas vraiment intéressant ici, donc on va partir avec Namara's Word. Donc on va la poser. Ce qui fait que Valek, maintenant, il va avoir plus... Alors ça, vraiment intéressant, parce que là, le plus 1 va augmenter donc les vols. Ce qui fait que là on est à vol 4 au lieu de 2. Donc ça c'était pour l'effet de Namara. On va pouvoir lancer la contre-attaque. Donc je vais commencer par jouer Heinrich Fury. Est-ce que ça passe, Henrik? Ça passe, bien entendu. Ouais, je te Je vais laisse, mettre ça passe. ici. Et on va s'énerver un petit peu, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est pas... Ça nous intéresserait, ça nous aurait intéressé plus tard. On va jouer ceci pour ma deuxième action. Je vais jouer Thirst and Rage. Je vais merge avec effet des bannissements plus 2. Et ça, je vais le merge sur mon Heinrich Fury. Est-ce que ça passe? Ça passe aussi. Donc, ça, dans slot. Effet particulier ici, grâce à Namara's Word, tous les autres effets des rituels ont plus, et des prières ont plus 1. Ça donne en fait plus 1 à, à mes 4 bannis 4 âmes, mais aussi plus 1 à mes effets de bannissement ont plus 2. Donc ça fait que là, mes effets de bannissement ont plus 3. Mon bannissement il est de 5, 5, 6, 7, 8. Donc là, si je fais un sacrifice, je vais pouvoir bannir 8 âmes. Et bah, on va pas se gêner. Donc on va d'abord commencer par Valek sous le drain. Je vais sacrifier 3 âmes. Donc je passe à 16 pour voler 4 âmes. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Henrik? Bah oui, je crois que je vais pas en rester là quand même. Allez, je vais activer ce secret-là pour essayer de te contrer. Donc ce secret-là, il dit que quand il y a un effet qui va essayer de me bannir ou de me voler des âmes, bah moi je vais voler 2 plus un pour toutes les cartes qui ont déjà été activées. Pour les 3 dernières cartes qui ont été activées ce tour-là, bah j'ai pas encore activé de cartes sur le tour d'Ibrahim, donc j'ai pas de bonus. Mais en tout cas, je lui vole 2. Ok. Donc on va résoudre Ah, maintenant. Donc attends, d'abord, ça va être t'as la conspiratie avec cette carte. Excuse. bien sûr. Donc, conspiracy, c'est encore un mot-clé qui me dit que quand je l'active, je peux reposer un autre secret automatiquement de ma main et je vais en profiter pour poser effectivement un autre secret. Donc ouais, la conspiracy, Euh, c'est un effet qui n'est pas partie, fait pas partie de la résolution de Survival Instinct. C'est vraiment un effet qui, une fois qu'elle est activée, vous pouvez poser. Ce qui permet au joueur qui l'a activé, quand il récupère la priorité, de pouvoir activer la carte qu'il vient de poser. Donc donc moi je récupère la priorité, j'ai pas de secret qui puisse être activé right now. Donc est-ce que tu veux activer un autre secret? non. Ok. Donc là on va faire les choses dans l'ordre. Donc Survival Instinct il va me voler 2 âmes. Donc je passe à 14. Moi, je passe à 30 Voilà. et on va mettre ça dans la discard parce qu'il a été résolu. Ok. Donc là maintenant, Valek Souldrain va se résoudre. Je vais te voler 4 âmes. Donc là, moi je vais Donc, passer à moi, 18. et moi, je passe à 26. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois sacrifier 3 âmes. Donc là, je passe de 18 à 15.
Et je vais tenter de te bannir cette fois-ci 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais essayer de te bannir 8 âmes. Écoute, ça passe. Donc moi, je passe à 18. Je vois qu'il a resserré rapidement la partie. Donc là, j'ai joué toutes mes actions, j'ai activé mes deux prières. J'ai plus rien. Je peux peut-être. Est-ce que ça peut être intéressant? Ouais, je pense que je vais faire ça. Avant de partir, je vais recycler, hein. Donc, tu discard, draw. Ok. Et c'est une fin de tour pour moi et une fin de ronde pour nous. De nouveau, on va sélectionner des esprits. Ça m'intéressera pas. Celle-ci, elle peut faire très mal si je passe, mais vu le rang de cet esprit, il y a de grandes chances qu'il commence. De toute façon, on peut prendre ça au cas où pour protéger. Ouais, on va prendre ça pour nous protéger. Donc là, Henrik a pris le numéro 1, donc il était garanti de commencer. Moi, j'ai pris le numéro 7. Et le numéro 7 a quelque chose de particulier, c'est que son effet, c'est pas un effet trigger du début de tour, mais c'est un effet qui s'enclenche à chaque fois que mon adversaire joue ou active une sorcellerie. Je pourrais faire un sacrifice pour pouvoir la contrecarrer. Donc vas-y, Henrik, c'est toi qui commence. Donc moi, au début de mon tour avec Ulrich, je peux piocher une carte. Et si c'est une incantation, je peux la jouer comme une extraction. Je décide de pas la jouer. Qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Déjà, je vais me défausser d'une carte. On va se défausser celle-ci. Pour repêcher une autre carte. Parce que pour le moment, je suis plutôt un peu embêté avec ce que j'ai. Bon, je vais jouer déjà cette carte-là que je vais venir merger avec Namara Sword. Ah, Donc cette carte-là, donc c'est une malédiction que je peux merge et qui fait qu'au début du tour, la personne qui l'a dans son jeu va devoir sacrifier cette incantation ou sacrifier 3 âmes. Et comme je l'ai dit, je la merge avec la Mara Sword. En ok. plus de ça, je vais jouer une deuxième malédiction euh, qui est Injury. C'est-à-dire qu'à chaque fois que donc la merge hein, de nouveau et je vais la merger avec Valex ou Drain et qui dit qu'à chaque fois que Ibrahim va devoir se faire attaquer, que ce soit du maniement ou du style, il va y avoir un +1 sur les effets. J'ai fait mes 2 actions et c'est donc à moi de... J'ai terminé mon tour et c'est donc à toi de jouer. Ok. Donc là, mon effet, mon esprit ne trigger pas, parce qu'il n'y a pas de trigger au début de tour. Ce qui va se passer, c'est que Namara's Ward va trigger avec son... Au début de mon tour, je peux sacrifier cette incantation, ou je sacrifie 3 âmes. Euh, je crois que je vais... Ouais, on va payer le prix, hein. 12. Donc je viens de sacrifier 3 âmes pour Dilemma, afin de maintenir mon Namara's Ward en jeu. Ah, ça, c'était pas prévu, ça. C'était vraiment pas prévu. Bon, c'était peut-être pas prévu, mais on est des méchants, nous. Donc on va faire ça, voilà. Je vais jouer Thirst and Rage, que je vais merge avec Heinrich Bannissement. Et je vais choisir les effets de bannissement ont +2. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Henrik? Non, ça se passe. Ok. Donc ça passe, ça va faire très très mal là. Pourquoi ça va faire très mal? Parce que ben, comme on l'a dit, hein, Namara's Word va affecter tous les effets de mes prières. Et donc ça va affecter le bannissement 4, ça va affecter les bannissements +2 et l'autre bannissement +2. Ça fait qu'on a bannissement +3, bannissement +3, donc ça fait bannissement +6, et on a un bannissement de 6. Donc 6 et 6, 12, donc je peux faire un sacrifice pour bannir 12 âmes. Euh, Ce qu'on va faire en plus ici, oui, un jury.
un jury qu'il a mergé avec Valek et aussi affecté par Madame Razword. Parce que un jury fait partie de la prière Valek Souldrain. Donc là, à chaque fois qu'il va essayer de me bannir ou voler, ses effets de vol vont avoir vol et de bannissement vont avoir plus 2. Donc on va commencer par sacrifier 3 âmes. Non, on va pas sacrifier 3 âmes. Parce que voilà, on peut faire un sacrifice. Et je vais sacrifier en fait la carte que j'ai volée à Henrik. Donc tout discard. Donc je fais sacrifier ça pour te voler 2 plus 2 pour te voler 4. Est-ce que ça Ça passe? passe. Donc moi je passe à 16. Et là bah on va taper un peu plus Henrik, hein. Je vais sacrifier 3 âmes. Donc je vais passer à 13. Pour bannir, alors on va calculer ça. 6 et 6, ouais, pour bannir 12. Ça passe aussi. Je passe donc à 2. Oula, ça sent mauvais pour moi. Ok. Et là, bah, j'ai joué mes 2 actions. Est-ce que non, j'ai pas joué mes 2 actions là, j'ai joué qu'une seule action. J'ai joué qu'une seule action. Il me reste encore une action. Ça, j'aurais pas dû. M'achève ou pas? Je suis en train de réfléchir. Et, bah, en fait, ça marchera pas. Attends, non, ça c'est quoi? C'est du bannissement ou c'est du vol? Non, c'est du vol, donc ça marchera même pas. Ah, ça marchera même pas. Quoique, attends, il a 2 âmes. Il m'en reste 2, hein. Il faut juste que tu Ah, fasses deux. on va faire ça, hein. Je vais jouer Heinrich Bannissement et je vais essayer de te détruire la carte du milieu. Détruire la carte du milieu. Ouais, Ok, ça passe, c'est détruit. ok, tu discardes et donc je te bannis 2 âmes. Très bien. Et je passe donc à 0. C'est une fin de partie. Mais je vais profiter pour vous montrer un petit peu d'autres choses. J'avais des cartes intéressantes dans mon jeu. Alors. Tu discardes. Cette carte-là, Dimensia. Comme vous voyez là, contrairement aux autres cartes, cette carte-là, elle a un tour doré. Ça veut dire que c'est une carte qui est beaucoup plus puissante. Toutes les autres cartes qu'on a, on peut mettre 3 copies dans le jeu. Alors que ces cartes-là, la carte dorée, on va pouvoir en mettre qu'une seule par deck. Donc c'est des cartes qui vont changer énormément les trucs, hein. Là, on peut regarder. Déjà, c'est une carte qui ne peut pas être, c'est une malédiction, donc on va passer chez l'autre. Elle peut pas être détruite par un spell, alors que c'est souvent les sorts qui ont le pouvoir de destruction, donc ça va être difficile pour la détruire. Et en plus, au début de son tour, il va devoir faire 2 sacrifices. Donc je rappelle que le sacrifice est soit sacrifier 3 âmes, soit enlever une des cartes qu'on a sur nos emplacements. Donc ça veut dire qu'au début des tours, à chaque fois, il va être un petit peu embêté parce qu'il va devoir faire d'autres choses. Enfin, il va devoir se sacrifier des choses. Donc ça, c'était la première carte que je vais vous montrer qui était intéressante. Et la deuxième que j'ai pas jouée parce qu'il avait toujours ces trucs, c'est leak. Donc là, on a tout un système de compteurs en fait qui sont dessus et qui vont rajouter des choses. Donc voilà, on a aussi des systèmes de compteurs qui existent dans le jeu et qu'on aurait pu la poser pour que à chaque fois, ça rajouterait des compteurs et ça l'aurait obligé à sacrifier des choses en fonction du nombre de compteurs qu'on a mis dessus. Voilà, c'était les 2 cartes que je voulais vous montrer que j'avais là-dedans. T'as d'autres choses à montrer ou effectivement. Bah, moi, l'une des cartes que j'aurais voulu jouer, ça aurait été Battle First, que j'aime beaucoup, parce que tu voles une âme, et tous les modificateurs qui affectent cet effet sont doublés. Mais vu qu'Henrik, au début de la partie, il a pu se débarrasser de mon Battle Rage, donc la carte qui donnait plus 1 à tous mes effets de vol et de bannissement, et que les seules cartes que j'ai ici, donc les First and Rage, ils sont dans l'option d'augmenter mes bannissements. J'ai pas pu jouer cette carte. Mais sinon, mis à part ça, ouais, je vais pas me plaindre, hein, j'ai gagné. Voilà. Bon, là, on a eu des jeux de cartes qui sont pas vraiment optimisés, hein, ce qui fait que moi, très rapidement, je me suis retrouvé un peu bloqué. Voilà, c'était pour pouvoir montrer un petit peu les mécaniques du jeu. De toute façon, on arrive à la fin de la présentation. On a prévu de vous donner rendez-vous fin juin pour le week-end du 25 juin pour la deuxième session où on attaquera avec des decks un peu plus poussés. On ira un petit peu plus loin sur la genèse. Et là, à partir de maintenant, bah, écoutez, on va aller se connecter sur notre Discord. Ceux qui veulent venir, bah, déjà nous faire un retour, venir nous poser des questions. On est disponible pour parler avec vous. S'il y en a qui veulent jouer, on est là aussi pour vous aider à prendre en main votre première partie. Comme vous pouvez voir là sur l'écran d'Ibrahim, on a beaucoup de decks qui sont préfaits, donc ça vous permettra de déjà avoir une première expérience sans trop se casser la tête à vouloir essayer de créer un deck.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis tout le long de cette session. Vous étiez pas très nombreux, mais c'est déjà très bien. On est très content au moins d'avoir eu quelques gens qui nous suivent. Et puis, je me répète, rendez-vous sur Discord pour un petit débrief avec vous si vous avez des choses à nous faire remonter. Et à dans un mois pour la prochaine session live. Merci beaucoup. Merci à tous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.